Bonjour à toutes et bonjour à toutes, je suis vraiment très contente de vous présenter aujourd'hui la vidéo d'une heure, donc la vidéo complète de la vie du docteur Jeannine Fontaine avec laquelle j'ai pu partager son enseignement pendant plus de 5 ans. Donc dans cette vidéo, vous allez retrouver tout le parcours de ce médecin pas comme les autres qui pendant plusieurs dizaines d'années a enseigné la médecine énergétique. Et oui, à l'université, on lui a enseigné une restriction du corps puisqu'on ne parlait que du corps physique. Et elle a elle-même découvert que nous n'étions pas que ce corps physique, mais que nous avions tous des corps invisibles qui étaient interconnectés et interdépendants les uns des autres. Donc, quand on a mal, par exemple, à une jambe amputée, ben, ça veut dire que quelque part, c'est au corps invisible que nous avons cette douleur. Donc, dans ce parcours de plusieurs dizaines d'années, vous verrez que ce que nous vivons actuellement était déjà bien d'actualité il y a plus de 17 ans dans la réflexion qu'a faite le docteur Jeannine Fontaine sur l'appartenance de la médecine au monde de la finance. C'est une réflexion vraiment qu'elle s'est posée en ayant vécu beaucoup de choses dans ce monde de la médecine qui rejette les corps invisibles, dans ce monde de la médecine qui est lié à un pouvoir qui malheureusement serait bien celui de la finance. Mais au-delà de tout ça, je vous laisse découvrir ce magnifique chemin qu'elle a fait pendant ces dizaines d'années pour nous permettre, grâce aux enseignements qu'elle a rencontrés chez les guérisseurs philippins, qu'elle a rencontrés en Amérique du Sud et bien d'autres endroits encore, ce merveilleux parcours. Voilà, à tout bientôt, Doum Doum. Ben voilà, bonjour Jeannine. Bonjour, Je suis très contente de te retrouver ici. ma chère petite fée rouge. Merci, ce gentil petit surnom. Ben voilà, pour les stagiaires, donc j'ai demandé à Jeannine si elle voulait bien nous conter un petit peu son histoire pour que vous preniez conscience de l'importance de la remise en question, des systèmes de croyances et surtout l'ouverture au monde. Et c'est pour ça, Jeannine, si je me souviens, une des premières ouvertures, c'était celle que tu avais faite grâce à un petit livret que tu avais acheté il y a très très longtemps, le long de la Seine. Le titre était Le corps visible et le corps invisible. Oui, c'est ça. Et j'ai cru que c'était un livre d'anatomie. Et comme je l'ai ouvert, j'ai vu de curieuses images. Et j'ai feuilleté un petit peu et toujours ces curieuses images apparaissaient. C'est-à-dire une silhouette et autour une autre silhouette, mais une silhouette asexuée, toute lisse, enfin sans problème. Et donc, j'ai regardé la première page, il y avait des couleurs qui correspondaient à des choses intéressantes, c'est-à-dire à des traits de caractère. Alors j'ai acheté le livre en disant on va bien rigoler entre copains avec ce livre-là. Et puis quand j'ai ouvert les premières pages, je me suis aperçue que je ne comprenais rien du tout, rien. Et puis j'ai continué à lire. Le deuxième chapitre, j'ai compris des petites choses parce qu'on évoquait un peu la chimie. Et j'ai compris à ce moment-là que j'entrais dans un autre système, dans un système qui n'était pas le mien, qui n'était pas le nôtre, qui avait des mystères là-dedans. Et j'ai caché le livre pour que mon mari ne le voie pas, parce que je savais qu'il serait furieux. Car tout de même, comme ma grand-mère était voyante, pas de métier, mais elle était voyante comme ça, elle l'avouait, c'est-à-dire que elle me disait, eh bien, un tel est mort cette nuit, ou je vais aller faire les courses parce que un tel viendra sans doute déjeuner, ou
écouter. Ou s'il se passait quelque chose dans le monde, elle disait oh, il va y avoir quelque chose là ou là, ou il y a un avion qui va tomber. Ou, il n'y avait pas beaucoup d'avions, hein, quoi, mais bon, alors je savais qu'il y avait des choses mystérieuses, mais qui n'étaient pas de mon ressort. Alors j'ai caché. Et puis les événements suivants, oh, il a fallu attendre quand même que je devienne l'anesthésiste de docteur, qui était un très grand chirurgien, qui a fait les premières greffes de rein, le premier cœur poumon artificiel, etc. Et on disait de lui qu'il était un disciple de Gurdjieff. Moi, ça ne me disait rien du tout. Je ne savais pas qui était Gurdjieff, puis quelqu'un m'a refilé un livre de Gurdjieff. C'était encore très mystérieux. Et puis comme j'étais très suspect pour tout le monde, j'ai trouvé que ce livre était aussi très suspect. C'était encore autre chose. Et puis j'apprenais qu'il créait volontairement des épreuves et des ennuis aux gens pour qu'ils avancent. Moi je trouvais qu'on avait suffisamment d'ennuis dans la vie comme ça pour qu'on n'en rajoute pas. Oui. Et donc c'était encore une approche. Et puis alors est arrivée la mort de ma mère. Et là j'ai su ce que c'était que l'épreuve. Et c'est en somme comme ça que j'ai vraiment commencé. Mais enfin, il y a eu des petites choses avant. Il y a eu des petites choses avant. Mais j'ai vraiment commencé à remettre les choses en question. Pourquoi? Parce que c'était vraiment intolérable. La vie telle qu'on nous la présentait était intolérable et impossible. La mort, c'était quelque chose d'intolérable. La disparition de ma mère, réduite à l'état de poussière ou de corps pourrissant avec des vers, c'était intolérable et je ne pouvais pas l'admettre. Alors quand je suis retournée un peu vers ce livre et que j'ai entendu parler de différents corps invisibles, etc., parce que là je me suis mise à lire un peu mieux, j'ai quand même été intéressée. Et puis je savais moi qu'il y avait des choses impossibles ou invisibles ou non acceptables qui existaient chez nous avec ma grand-mère. Ou des choses étranges, comme j'ai été bombardée, il y a une bombe qui est tombée chez nous, et le même jour, il y a une bombe qui est tombée sur la tombe de ma grand-mère. Car il faut dire que l'épreuve de ma grand-mère, la mort de ma grand-mère est aussi une terrible épreuve, mais sans mise en question. Hein. J'étais trop jeune, je n'avais pas le temps. En pleine guerre, il fallait trouver à manger, il fallait trouver à dormir, il fallait trouver à boire, il fallait trouver un abri, il fallait... Oh, on ne pouvait plus penser. Hein. On n'a pas le temps de penser dans ces moments-là. Non, c'est la survie d'abord. C'est la survie. Donc, c'est la mort de ma mère qui m'a permis de me mettre en question. Et là, j'ai écouté le docteur, qui est maintenant monsieur de 86 ans bientôt, qui était un ami de chirurgien et qui était un homme bizarre, donc faisant partie du groupe Gurdjieff, avait comme ami un homme bizarre qui faisait déjà de l'ostéopathie, de l'homéopathie, de l'acupuncture, à l'aube des temps, ce qui me semble être à l'aube des temps, et quand il m'arrivait d'être surmenée et pas bien, de ne pas pouvoir trop bouger parce que j'étais coincée, par exemple, je me disais allez voir le docteur, et le docteur il me remettait debout sans rien dans les mains, sans rien dans les poches.
Et c'était une référence pour moi. Donc quand on m'a envoyé cette publicité de sophrologie, premier congrès de sophrologie en Espagne, j'y suis allée, avec ma mère sous le bras, puis-je dire, et mon père. Le détail, c'est que j'étais chef de service, je ne pouvais pas m'absenter. J'avais par bonheur un petit nodule, comme il m'en arrive de temps en temps, à mon avis parfaitement bénin, parce que ça roulait sous le doigt, etc. Je me dis, si je m'enlevais ça, je me faisais enlever ça. Si bien que je me suis fait enlever ce petit nodule, et j'ai eu 8 jours de vacances. De convalescence. De convalescence, oui, qui était donc pour moi. C'est ça, extraordinaire, oui. Pour aller emmener ma mère en Espagne. En Espagne. Et c'est là que j'ai entendu d'abord des gens qui parlaient de choses que je ne connaissais pas, qui en parlaient mal d'ailleurs, qui faisaient des erreurs dans la physiologie, la physiopathologie. Ils montraient des électrocardiogrammes, moi qui étais cardiologue, montrait des électrocardiogrammes qui n'en étaient pas. Enfin, c'est-à-dire qu'ils confondaient les courbes du pouls et les électrocardiogrammes, ils analysaient mal les vrais électrocardiogrammes. Tout ça était fait par un Suisse qui essayait de prouver que la sophrologie, ça faisait quelque chose corporellement. Je n'étais pas du tout convaincue. Et puis, nous sommes allés faire le stage pratique à Sitges. Et alors là, j'ai compris ce que c'était. Et c'était très satisfaisant parce que nous avions des sensations, nous avions des rêves, nous avions un éveil, mais sans qu'il y ait jamais de danger. C'est-à-dire qu'on arrivait toujours à contrôler. Mes parents le faisaient, mon père, ma mère, j'étais même étonnée que mon père participe à ça. Il était très content, ça lui faisait du bien. Et puis alors on inhalait en cœur de l'eau par le nez, qu'on jetait dans les poissons, dans la mare aux poissons. Enfin, il y avait des tas de choses un peu bizarres, mais qui étaient sympathiques. Et c'est ainsi que je suis rentrée dans le système. Maman, qui souffrait terriblement de la hanche et de la jambe, une métastase douloureuse, était rentrée dans le jeu et elle traînait son pied comme si effectivement on lui avait fait un plâtre. On lui avait suggéré qu'elle était sous plâtre, qu'elle ne sentait rien. Et elle traînait son plâtre. Elle était parfaitement prise dans le phénomène. Mon père a continué, je sais, tout seul après, parce que ça l'aidait beaucoup. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Alors évidemment, j'ai écrit ça en détail dans Médecins des Trois Corps, et bien plus encore, puisque un matin, j'ai vu pour la première fois un visage devant mes yeux, mais comme sur un grand écran. Et j'ai cherché qui c'était, je n'ai pas trouvé. Et à cette époque-là, j'avais déjà quitté l'hôpital pour aller ailleurs. C'est-à-dire que je gagnais légèrement ma vie en faisant un peu d'anesthésie. Un de mes anciens élèves m'avait dit, mais viens donc m'aider. Et donc, le reste du temps, j'étudiais. J'avais beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de livres à lire. Et j'étudiais l'homéopathie, l'acupuncture, enfin tout ce qui tombait entre mes mains. J'allais même faire de l'auriculomédecine à Lyon. Enfin, tout ce qui venait, je le prenais. C'était déjà pas mal, mais quand est arrivée cette image, je crois que c'était la première vision de ma vie. Oui, c'était la première vision. J'avais eu une audition déjà quand j'avais 17-18 ans,
quand j'ai vu mon mari pour la première fois, j'ai entendu une voix qui m'a dit voilà ton mari, c'est dans ce livre-là d'ailleurs. C'est à la fac. C'est à la fac. C'est à la fac, oui. Quand j'ai pris les renseignements pour les inscriptions. Et là, c'était ma première vision. Et curieusement, je vais donc en cours de parapsychologie. Et il y avait une publicité à la sortie du cours. Je la prends et c'était un film sur les guérisseurs philippins. Et comme je n'ai pas vu le film à la télévision et dont j'avais entendu parler, j'y suis allée. Et en entrant dans la salle, la tête que j'avais vue en vision, c'était lui qui projetait le film. Je n'ai pas pu faire autrement que de lui dire, tellement j'étais émue, interloquée. Oh, je lui dis, je vous ai vu ce matin, en me réveillant dans ma chambre. Il m'a dit, ça veut dire qu'il faut que vous alliez aux Philippines. Et il m'a dit qu'il organisait des voyages. Alors bien sûr, ça me semblait ahurissant. Oui. Et puis, deuxième phénomène, après qu'il m'ait appelé une fois, deux fois, trois voyages, je disais non. Je vais voir mes amis, les familles Boukov, Yuri Boufot, un grand pianiste international. Et le matin, Evelyne Boukov m'appelle en me disant Yuri donne un concert ce soir au musée du Louvre, dans la salle du roi. Il a un peu mal au dos, parce que déjà je commence à soigner les amis. Et si tu passes à Paris, tu peux l'aider. Alors je suis passée à Paris, je l'ai soigné, et il m'a dit mais viens donc avec nous. C'est interdit, évidemment, parce que c'est très privé. C'était Jacques Chancel qui organisait ça, qui était un célèbre présentateur de télévision à l'époque. Mais c'est interdit, mais on va téléphoner à Jacques Chancel, lequel n'a pas pu me dire non, parce que je soignais. Et donc je suis entrée dans la salle. Et la première musique, première note qu'il a jouée, c'est des notes que j'avais entendues le matin en me réveillant. Et je n'avais pas retrouvé la musique, mais je l'avais retenue. Et je me dis, c'est curieux, là, une fois je vois, une fois j'entends. Et j'entends la musique. Et je la re-entends, faite, jouée par Yuri Boukov dans la chambre du roi. C'est quand même très curieux, ça. Et Yuri, qui était allé aux Philippines avec sa femme pour jouer du piano, qui avait été soigné, amélioré, me dit en sortant, écoute, tu ne peux pas faire autrement, toi, tu veux d'aller aux Philippines avec ce que tu fais. Le lendemain matin, le cinéaste me téléphone et me dit, voilà, c'est le dernier voyage que j'organise, venez-vous. J'ai dit oui, là j'y vais. Et c'est comme ça que tout a commencé. Et c'est là alors la première rencontre avec Akpawa? Alors c'est la première rencontre avec Akpawa. Oui. Lequel, c'est trop long, je ne peux pas. Mais oui. Enfin, on le lit dans les livres. Hein. Oui. Je ne sais plus dans lequel c'est décrit. Ah bah dans Médecin des trois corps, dans corps. Médecine du corps énergétique, c'est la suite. Et j'en parle encore un peu dans Nos trois corps et nos trois mondes. Oui. Et c'est ce voyage qui a un peu remis totalement en question. Alors ce voyage-là, évidemment, c'était extraordinaire. Et tous ceux qui sont allés aux Philippines pendant qu'Akpawa y était, sont revenus avec une autre idée du monde, une autre idée du corps, une autre idée de la façon dont nous sommes faits, et on nous a fait voir, non, on ne peut pas dire qu'on nous a fait voir la religion, parce qu'on ne nous parlait pas de religion, on nous a fait voir le monde d'une façon différente,
la personne faite d'une façon différente et la mort d'une façon différente. Alors, c'est à partir de ce moment-là où on m'a pas appris, non, on m'a dit mettez les mains au-dessus du corps et donnez votre énergie. Je ne savais pas comment donner mon énergie, personne ne me l'a dit. Et en fait, moi, j'essayais de sentir, hein, de faire un diagnostic. C'était ma voix, donner de l'énergie. Je ne savais pas comment il fallait. Je ne savais même pas ce que c'était que l'énergie. Pour moi, l'énergie, c'était ce que j'avais appris, le métabolisme des graisses, des hydrates de carbone, etc. Donc, j'ai mis les mains au-dessus. Comme on disait, je ne sentais rien du tout. Et puis, une âme charitable, Nieves, qui était une des guérisseuses, m'a donné la main et m'a dit feeling. Alors j'ai passé la main au-dessus de la personne qu'elle me désignait et je me suis aperçue que j'avais une émission au niveau du ventre très forte et au niveau aussi de la thyroïde. Et je lui ai demandé à cette femme qui précisément parlait français, elle venait du Liban, ce qu'elle avait. Elle m'a dit qu'elle avait été opérée des thyroïdes et de l'utérus, qu'elle avait un cancer. Donc il y avait une émission ici et là. Et c'est là que j'ai compris que quand il passait la main, c'était pas symbolique, c'était pas pour faire des manières, hein, c'était parce qu'il faisait un diagnostic rapide. Et repérer les vides, les excès, là encore rappelé. Ils sentaient un niveau vibratoire différent là où c'était malade. Donc ça c'est évidemment dans le médecin des trois corps et surtout dans la médecine du corps énergétique. Parce que j'ai voulu analyser naturellement. Je suis allée 7 fois aux Philippines. Alors à chaque fois que je faisais un petit progrès, et puis j'avais le droit de rester un mois seulement aux Philippines, on n'a pas le droit de rester plus, où il faut payer pour chaque jour supplémentaire. Alors c'était déjà très cher de faire le voyage. S'il fallait encore ajouter des sous, il fallait aussi payer l'hôtel. Donc je venais un mois, je revenais, comme j'avais quelques patients que m'envoyaient les amis, comme les Bouka et autres, je travaillais là, sur ces personnes et j'ai analysé. J'ai analysé les corps, les orbes, j'ai analysé petit à petit les sensations qui étaient pathologiques, etc., etc., etc. Et j'ai conçu l'homme fait comme l'atome, avec les orbes autour. Et j'ai analysé petit à petit aussi les méridiens, les émissions des méridiens pathologiques, ceux qui s'étaient égarés de leur trajet, les énergies qui s'étaient égarées des méridiens, etc. Pour essayer de construire quelque chose de cohérent qui aille avec mon mental et mon désir d'organisation des choses, puisque j'ai un soleil en vierge. Donc quelque chose qu'on peut analyser, qui est structuré et quelque chose sur lequel on peut agir et on peut corriger et à la fin on a des résultats. Alors ça c'est la médecine du corps énergétique. Nos trois corps et nos trois mondes, je suis allée un petit peu plus loin, c'est-à-dire que je me suis occupée des phénomènes, disons, paranormaux que l'on pouvait percevoir d'un peu plus près. Tu peux donner un J'osais. Oui. J'osais. Ouais. Tu peux donner un exemple? Un exemple cité dans le livre. Je ne sais pas par cœur, hein,
les exemples que j'ai donnés, parce que ça fait longtemps que j'ai écrit, mais ce que je peux dire, c'est que je me donne un exemple, en tous les cas. Celui-là, je me rappelle. Donc, mon chirurgien de l'époque, avant, parce que là, je ne travaille plus avec lui, j'ose parler de ce qui m'est arrivé avant. J'étais en vacances à l'île de Léon, habituellement. Lui n'était pas très loin, il était évidemment avec son ami. Ils m'ont invité à déjeuner, à parler, etc., se promener. Et puis au retour, je sais pas, j'étais dans un état curieux et je ne pouvais pas dormir du tout. Et puis c'est passé des tas de phénomènes bizarres. C'est-à-dire que je suis vraiment comme partie dans un autre monde, tout était différent. Ma fille a eu une petite maladie bulleuse, je ne sais pas quoi faire, je n'avais jamais vu ça dans mon métier, une maladie bulleuse, des bulles sur le corps. Et puis je me suis demandé ce que j'allais faire et j'ai entendu une voix qui m'a dit il faut lui mettre de la gélobarine. J'ai dit pourquoi pas. Je suis allée acheter de la gélobarine, qui était un produit opaque qu'on utilisait pour faire des examens radiologiques. Et je l'ai mis dessus, terminé. Alors qu'une maladie bulleuse, c'est assez sérieux quand même. Et puis un certain nombre de phénomènes, j'ai pris le crayon et j'ai dessiné, moi qui ne savais pas dessiner, j'ai dessiné parfaitement une salle d'opération avec le cialytique et le chirurgien, ça faisait tout seul. Enfin, des tas de choses sont arrivées, et alors j'étais vraiment perdue, parce que j'étais dans deux mondes à la fois. Oui. C'était la première fois que des choses pareilles m'arrivaient. Et puis mon mari est arrivé, passé quelques jours, et j'ai voulu lui expliquer ce qui se passait. Et je lui dis, il faudrait que je voie un prêtre, parce que peut-être qu'il saura m'expliquer ce qui se passe. Je savais que j'étais dans un plan différent, et que donc je pénétrais dans un monde qui doit appartenir au monde religieux, qu'ils doivent tous connaître. Mais oui. Mon mari m'a dit non, ils ne sauront pas. Et il m'a bourré de drogue. Et alors, pour me faire dormir, voyez-il, lui, il voulait me faire dormir. Mais là-dedans, ça ne dormait pas. Et alors, c'était affreux, parce que là, j'ai pénétré un monde qui n'était pas le monde sain, dans lequel j'étais, dessiner, soigner ma fille, c'était tout bien, c'était tout bon. Mais là, c'était des choses affreuses et qui me faisaient peur, et je me disais, mais je ne vais pas rester dans ce monde-là. J'ai refusé activement de continuer, et je me souviens que mon beau-père, qui était encore là, mes beaux-parents étaient encore là, étant donné l'état dans lequel j'étais, il soignait les enfants, alors qu'il n'était venu que pour 2-3 jours. Mon beau-père a dit, et mon mari a dit, on va arracher le lierre qui est sur le mur. Et pour moi, c'était symbolique, le lierre, c'était tout ça, que ces drogues, tout ce qui était accroché à moi. Et j'ai fait le travail en même temps qu'ils arrachaient le lierre. Ce serait long de l'expliquer, mais j'explique assez longuement dans le livre. Et puis je me suis retrouvée au sol, et puis voilà, comme tout le monde. Tu avais réatterri dans le monde physique. Oui. Et l'approche des chakras, c'est pour ça, je t'interromps, oui. C'est pour ça que j'étais si contente après d'aller faire de la sophrologie. Parce que c'est ultérieurement qu'est arrivée la maladie de ma mère. Parce que avec la sophrologie, on était tous ensemble, on faisait tous la même chose, même si on s'en allait
rêver quelque part ou sur le sommet de cet arbre, c'était en pensée, on était là tous ensemble, je veux dire que c'était l'imaginaire. Tandis que moi j'étais passée complètement dans l'imaginaire, mais un imaginaire actif. Ben oui. Et vécu, et c'était affreux, évidemment. Alors après, oui, nos trois corps et nos trois mondes, c'est un peu ça. Enfin, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a les contacts avec la nature, avec les plantes, etc. Des petites choses sur Akpawa aussi. Ah ben, l'initiation d'Akpawa, il y a comment un enfant là-bas était initié. Et puis alors après, je suis passée au quatrième monde. C'était au Brésil, dans mes aventures au Brésil. Alors quelque chose d'assez invraisemblable, sur un autre plan. Hein. C'est pas la même chose qu'aux Philippines. Et là, j'étais plus en observateur. Je ne suis pas entrée dans les phénomènes. J'étais un observateur parce que tout de même, là, j'étais en voyage, hein, itinérante. Aux Philippines, j'étais en groupe quand même, avec d'autres Français en groupe. Là, j'étais itinérante. J'ai observé. J'en ai fait trois voyages au Brésil, contre 7 aux Philippines. J'ai oublié de dire qu'aux Philippines, j'étais aux Philippines, j'ai perdu mon père, qui est venu me dire c'est facile de mourir. Il était dans un coin de la pièce. Je ne voyais pas, mais c'est comme s'il était là. Et j'entendais sa voix, je l'entendais parler, sans le voir, mais en sentant son odeur, sa présence. Il me dit c'est facile de mourir. Je l'ai vu mourir aussi sur la photo en regardant l'électrocardiogramme. J'ai vu son électrocardiogramme se perturber progressivement. Et comme j'étais cardiologue, évidemment, je faisais le diagnostic. J'ai fait le diagnostic sur l'électro. Et j'ai dit ça y est, mon père est mort. Mais avec le décalage horaire, j'ai téléphoné à la maison. Et on m'a dit, mais non, ton père n'est pas mort, pourquoi tu nous réveilles en pleine nuit? On est allé le voir hier soir, il nous a parlé, on espère que ça va aller mieux. Puis quand ils se sont réveillés, à 7h30, on les a appelés pour leur dire que mon père était mort. Donc je savais avant eux. Ce sont des phénomènes quand même de transmission de pensée exceptionnels. Alors après, il y a eu le quatrième monde, donc au Brésil. Alors, il y a tellement de choses qu'on ne finirait pas d'en parler. Mais ta découverte sur les chakras, est-ce qu'elle ne s'est pas faite au Brésil? Alors, c'est la médecine des chakras. Voilà, oui. Alors là, c'est encore dans un voyage. Oui. Un voyage un peu curieux parce que ça a commencé par un accident de voiture. C'est mon mari qui m'emmène à l'aéroport. Et à ce moment-là, il y avait un gros mouvement pour arrêter à l'orange. Mon mari arrive juste avant l'orange et il arrête, un peu prématurément peut-être. Il y avait une voiture arrivée à fond de train derrière qui pensait qu'il allait filer, qui veut filer aussi. Mon mari a arrêté. Et mon époux m'avait mis par sécurité derrière et pas à côté de lui. Donc j'ai reçu en plein colonne le coup. C'était affreux. La voiture terminée. Il a fallu changer de voiture. Ils ont réussi à extraire les bagages. Moi, j'ai fait une crise de tachycardie dans mon coin. Mon mari a une fois extrait les bagages et moi de la voiture. Lui, le devant était abîmé aussi, mais miraculeusement, il était sain et sauf et il gardait sa tête. Il ne faut pas qu'elle rate l'avion. Il y a un taxi m'a embarqué et hop, avec mon mari, il a mis des bagages en route et me voilà parti en Amérique. Complètement chaos. L'avion
J'ai jamais comme d'avion qui a été aussi agité par la tempête. Heureusement, à côté de moi, par hasard, il y avait une femme qui était française et qui m'a aidé un petit peu dans les changements, fort heureusement. Et je suis arrivée à bon port en essayant de tout masquer, parce que j'aurais mérité l'hôpital, bien sûr. Ben oui. Mais j'ai voulu tout masquer. Et alors là, il y a toute une tragédie dans ma chambre au sous-sol, où tout se passait, et l'étage supérieur avec l'Américain, l'autre homme qui l'accueillait, un professeur de français qui travaillait à la faculté, et eux ignorant tout ce qui se passait, tout ce que je souffrais. Mes crises de tachycardie, mes malaises, et moi qui essayais de me soigner, et qui n'y arrivais pas, parce que à minuit, j'avais la crise de tachycardie. J'ai fait tout ce que je savais faire, et ça arrivait toujours à minuit. Alors là, j'ai pris un petit appareil que je lui avais apporté, en me disant c'est un vieux monsieur d'avoir des rhumatismes. Et ça, c'était un petit appareil anglais où on met une petite mèche de cheveux, des petits pions là dans les trous. Je vous l'ai montré. Là, oui, il y a 2 ans, oui. Et je me suis dit, bah, peut-être que ça va m'envoyer des vibrations, ma mèche de cheveux. Puis j'ai attendu, puis je ne sentais pas grand-chose. Alors je me suis mise à essayer de sentir quelle vibration ça m'envoyait. Je passe sur les détails, ça pourrait durer 1 heure. C'est comme ça que j'ai découvert les chakras. Quelque chose qui tournait. Une spirale. Dans un Une sens. spirale dans un sens, dans l'autre, qui partait de mon corps aux endroits où on disait qu'il y avait des chakras, mais les chakras, je n'y croyais pas, ces petits triangles, petits carrés, des machins de fleurs, etc. Oui, c'est ça, oui. Alors que ça tombe dans les plexus solaires, pelviens, thoraciques, etc. Et là, au niveau du cœur, eh bien, mon petit rond, il n'était pas là, il était loin, alors qu'ailleurs, je sais, bon, les crises de tachycardie, c'est dû Au déplacement du chakra. J'ai perdu mon chakra. Pour aller, j'ai perdu mon chakra. Et j'ai remis mon chakra comme j'ai pu, et puis ça a été mieux. Donc j'ai découvert les chakras comme ça dans un voyage en Amérique. Ah, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Oui. Ah, oui. On peut dire que dans ce cas-là, la maladie est encore en saignement. Oui, et tout était prévu. Hein. L'accident, le feu rouge, le feu orange. Oui, tout était mis pour que. Oui. Ouais. Et puis alors, qu'est-ce que j'ai écrit? Ah oui, j'ai écrit aussi les mots méprisés. Je ne savais pas comment l'appeler. Et les mots méprisés, ce n'est pas du tout le titre qui convient. Ce n'est pas un titre vendeur. Hein. Non, c'est pas un titre vendeur, mais le contenu est fort intéressant parce que je crois que c'est un des livres où tu parles de l'alimentation. Oui, mais tout le monde écrit des livres sur l'alimentation. Là, j'écrivais un livre sur l'alimentation et je lui ai pris les mots méprisés. C'est complètement stupide, mais c'est un mal méprisé aussi. Ce sont des mots méprisés, c'est-à-dire qu'on a des petits envois, des petits malaises, Enfin, pas grand-chose. On dit, oh, j'ai mal mangé à midi, ou j'ai mal digéré, puis, enfin donc. Mais, ou je suis constipée, ça passe en général, très souvent ça passe. Ça passe, mais c'est finalement d'une façon répétée. C'est ce qui fait le lit de la maladie. C'est ça. Parce que les chakras, ils se détachent d'ici, ils se détachent de là. Ou ils vont se promener ailleurs, ils vont se promener au foie, et ça crée la maladie. Alors, quelle alimentation pour quelle maladie? Eh bien, il n'y en a pas d'alimentation pour telle maladie. Chacun pour soi.
Ce qui fait du bien à l'un peut faire du mal à l'autre. Moi, je m'en tiens au bon vin français et à l'huile d'olive et au beurre breton. Breton, oui. Parce que moi-même, je suis native, je suis native parisienne, mais j'ai de la famille bretonne et j'ai passé toutes mes vacances en Bretagne, donc je ne peux pas me passer de mon beurre. Puis ça n'a pas le même goût quand même, hein. Ça dépend ça dépend des cuisines, beurre ça d'été, dépend beurre ce qu'on d'hiver fait, aussi. et puis ce que l'on fait, Voilà. quelle nourriture on prépare. Et donc je me suis aperçue que des allergies, des migraines, enfin, que personne n'avait réussi à soigner, des fatigues chroniques, des tas de choses, venaient de l'alimentation. Mais il n'y a pas de régime. Alors il y a eu cette brave madame, le docteur de Suisse, comment s'appelait-elle, Kousmine, Kousmine, oui. qui a eu le mérite de faire des livres, mais qui à mon sens... Pareil, oui. Problème. Nous, en Belgique, il y a eu beaucoup de gens très mal suite qui à ces rendent régimes. malade, hein. Oui, complètement. Les estomacs gonflés, les fatigues, les lourdeurs, les migraines. Ça fait plus de tort que de bien Alors chez certains. quand j'ai lu les livres du docteur Kousmine, j'en ai parlé à quelques amis et à quelques patients, j'ai dit, écoutez, il paraît qu'il y a un régime miracle, c'est le docteur Kousmine. Vous pouvez dire, on m'a dit, oh oui, mais alors, oh, qu'est-ce qu'on devient malade, on ne dort pas, on gonfle. Donc le docteur Kousmine, ça ne va pas. Est-ce qu'elle était financée par des produits suisses? Je ne sais pas. Oui, des marques de cornflakes. Ben oui, on pourrait se poser la question. On peut se poser la question, certaines huiles, etc. Et donc, chemin faisant, j'ai commencé moi par mettre différents produits sur ma table. Enfin, il me fallait un bout de poisson frais, un bout de poisson, un bout de viande, un bout de ceci, un bout de cela. Les légumes cuits, crus sur ma table, c'était assez encombrant. Mais enfin, ça m'a aidé quand même. Ça a aidé plusieurs malades. Et tu mesurais alors Alors, je mesurais les vibrations du malade quand il les touchait, quand il ne les touchait pas. Et puis après tout, je me suis dit, chemin faisant, les vibrations, l'information, les transmissions, ça c'est devenu plus présent. J'ai fait la liste. Et j'ai eu les résultats en touchant la liste. Alors j'ai fait des listes par famille aussi, et c'était les mots méprisés. Ouais, Qui est un livre très très bon. que les gens aiment beaucoup. Oui, parce que c'est des choses toutes simples que tout le monde rencontre dans son quotidien, Oui, et les remèdes sont aussi simples. oui. C'est pas scientifique, c'est pas tellement scientifique, j'en ai un petit peu parce qu'il faut faire plaisir à certains, mais c'est surtout pratique et ça aide beaucoup les gens. Alors après, qu'est-ce qu'il y a eu? Mais il y a en fait les livres sur l'astrologie, les Ah avant-derniers. non, attends, les mots méprisés de la médecine des chakras. Il y a 20 ans après médecin des trois corps, où là je fais un bilan sur la médecine et où je donne tout ce qu'on doit savoir pour s'auto-traiter, pratiquement. Hein, aussi bien en vitamines qu'en homéopathie. En phyto, il y a un peu de tout dedans, l'homéopathie, la phytothérapie. Oui, oui, oui. Oui, une très bonne description de l'homéopathie avec Anne-Marie. Oui. Plusieurs pages sont consacrées, Oui. une bonne dizaine. Oui. Et en rapport aussi avec ma conception de l'atome, ça peut aider beaucoup, beaucoup les gens, ça. Avec les dilutions. Oui. Selon les ordres. Je crois que c'est un livre qui est très apprécié par les gens qui ont envie de se soigner préventivement eux-mêmes. C'est ça. Oui. Et puis après, il y a La vie vient du dehors. La vie vient du dehors. Tout ça, c'est chez Lafon. Oui. La vie vient du dehors, où j'ai un petit rappel, mais c'est aussi quelques confessions. Et puis, j'explique un peu les éléments tout élémentaires de l'astrologie. Oui. Parce que ça occupe une grande place, je pense. Parce que c'est très important. Oui, et aussi, alors, je m'occupe de la création du monde.
qui était initialement, selon la bélomètre, un œuf, un atome, qui a éclaté, etc., etc. Finalement, initialement, le monde serait fait comme un atome qui éclate, en donnant une chaleur formidable. Donc, en décomposant tous les constituants, toutes les particules, il ne reste plus qu'une bouillie de rien du tout, laquelle petit à petit se reconstitue, s'agglomère, donne les planètes, etc., lesquelles consomment leur énergie, les constellations, les planètes font de constellations, et si elles consomment leur énergie, éclatent de nouveau, etc., et créent petit à petit plusieurs mondes. Donc les ésotériques avaient raison, il y a plusieurs mondes. Ben oui. Et je me dis que lorsqu'on s'en va, il n'est pas impossible que nous allions habiter un monde ou un autre, après tout, pourquoi pas, puisque nous ne sommes plus corporels. C'est ça. Car nous sommes apparus quand le plasma donc, cosmique est arrivé à une température qui nous allait. C'est ça. Qui nous permettait donc D'avoir un corps. Ça, un corps physique. Mais nous avons notre invisible peut aller sur n'importe quelle Oui, planète. peut se déplacer. Et sur n'importe quelle planète, et en fonction d'affinité vibratoire. Donc là, je vais très loin quand même. Hein. Oui, mais c'est magnifique. Pour celui qui adore le monde des étoiles, c'est magnifique. Alors, j'ai écrit, tout ça est chez Lafon, j'ai écrit aux éditions du Rocher, 3 livres. Astrologie médicale du corps physique, astrologie médicale du corps énergétique, astrologie médicale du corps spirituel, qui va sortir au mois d'avril. Et je reprends ces idées-là d'ailleurs dans l'astrologie du corps spirituel. Et mon éditeur, qui s'occupe beaucoup de toutes ces choses-là, m'a dit c'est passionnant. Alors j'espère que ce sera passionnant pour... Ben oui, pour tous ceux déjà férus d'astrologie, une autre manière de la voir. Oui, pour tout qui t'intéresse, même les astronomes, c'est une autre manière aussi de découvrir la subtilité. Oui, mais on tombe dans l'astrologie aussi. Oui, oui. On tombe dans l'astrologie, mais comme je dis aux astrologues, moi, en soignant, quand je soigne, la façon d'interpréter des astrologues ne me sert à rien. Donc, j'ai fait comme pour le reste. Hein, tu as fait ta propre méthode. J'ai fait ma propre méthode, celle qui convient, celle qui m'aide, celle qui me convient pour soigner. Ça. Tes outils, tu t'es forgé des outils en fait. Oui. Tu te les as forgés de à la dimension de ta main. Oui. Voilà. Et de la même façon que je me suis forgé une acupuncture c'est ça. À ma façon, voilà. Pour que ça fonctionne. Oui, et une façon transmissible. On peut dire que c'est une façon tout à fait transmissible. Et transmissible en une semaine. Hein. C'est ça. Et dont on mesure les résultats. Oui, parce qu'on voit ici celui qui avec sa canne, notre ami Jacob Van Meer, il a fallu faire la photo en 3 jours, il était changé. Oui. Il est arrivé avec sa canne, tout colérique et boitant, mal partout. Et là, il danserait bien le rock'n'roll. Oui, gris, il était gris. Il était gris. Oui, en 3 jours. D'ailleurs, les choses graves, je les gardais 3 jours. Je faisais 3 consultations. 3 consultations. Ben voilà. Alors peut-être pour terminer, dans un des livres, Dans la vie qui vient du dehors, le savoir ésotérique pourrait bien précéder et alimenter la recherche scientifique. Est-ce que tu pourrais donner quelques mots? Écoute, c'est très facile, puisque dans le savoir ésotérique, on parle des 7 mondes. Oui. Voilà. Maintenant, selon la bélomètre qui est mort dans les années 50, je crois, et selon les scientifiques d'aujourd'hui, effectivement, il y a quelque chose d'initial qui éclate, qui se disperse, qui ne devient rien du tout, puis ensuite les électrons se mettent aux atomes, les atomes forment de la matière, etc., éclatent de nouveau, donc les ésotériques savaient déjà ça au siècle dernier, avant, enfin 2 siècles précédents,
dans le livre que j'ai lu. Le petit, Le de petit. 1903, publié en Oui, 1920. 1903, et réédité en 1927, 20, non? 20, je crois. Eh bien, c'est déjà décrit. C'est la bombe atomique. Ouais. Et des tas de choses comme ça sont déjà décrites par le savoir ésotérique. Et on se demande d'ailleurs si les savants n'ont pas... Les quelques savants qui savent et qui découvrent ne sont pas en fait des ésotériques. Et j'ai rencontré quelques grands physiciens qui en sont. Qui en sont. Et si tu avais quelques mots à dire pour terminer aux médecins, à tous ceux qui ne sont pas encore dans cette approche, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Ben, ça me rend triste parce que j'ai commencé par écrire ça pour les médecins. Et ce ne sont pas les médecins qui ont reçu. Enfin, quelques-uns, très rares. Très rares. Et ceux qui avaient compris, ou sont restés là où ils étaient, très malheureux, ou se sont tus. Moi, j'ai deux exemples. Hein. J'ai l'exemple de Jean-Pierre Rollier, qui m'avait fait venir dans son hôpital en me prétendant qu'il était réanimateur. En fait, oui, il faisait la réanimation des prématurés, des nouveau-nés qui en avaient besoin. C'était un patron. Et il m'a dit, voilà, j'ai lu votre livre, comme vous savez que je suis réanimateur, vous accepterez de me voir, de nous rencontrer. Je dis, bah oui, mais je serais intéressée d'aller voir, d'aller là où vous prenez vos gardes. Bon, très bien. Alors, comme ça, je verrai ce que vous réanimez. Ça fait quelques années que j'ai quitté l'hôpital. Et je le vois dans le service et j'apprends que c'est le patron. Quand je lui demande, je lui dis, vous avez un beau bureau là. Hein, tous les médecins de garde ont des bureaux pareils. Il me dit, oh, ben non. Alors je lui dis, vous êtes quoi exactement? Il dit, ben, je suis le patron. Donc, je demande au patron le droit de visiter son service. Il me montre les bébés sous cloche. Puis il y en a deux qui ne me regardent pas, que je ne vois pas, qui ne veulent pas. On écarte. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, ils sont trop mal. Alors, justement, ils sont trop mal, il faut me le montrer. Alors, un coin, il y en avait un, on ne peut pas y toucher parce qu'il était en soins. L'autre, je passe la main sous la couveuse. C'est notre toute grande amie qui attend lui. C'est qui? La toute grande, je ne sais plus son prénom. Ah oui. Toute grande. Alors tu demandes pour voir les deux bébés. Alors je vois qu'un bébé qui ne respirait pas tout seul, qui ne buvait pas tout seul, bon, enfin, et qui allait mourir. Et je l'examine et je dis, oh, son corps éthérique et ses chakras sont collés à la vitre de la cloche. Est-ce que je peux ramener ses énergies? Oui, me dit-il. Et je fais quelques gestes avec la main. Et je remets les choses en place. Je le refais vivre, en quelque sorte. Le lendemain matin, ce bébé-là était vivant. Il avait pris 30 grammes dans la nuit. L'autre était mort. Deuxième jour, on lui enlève son petit tuyau. Et il boit tout seul. Le troisième jour, on lui enlève. Voilà. Mais cet ami n'a jamais pu dire ce qui s'était passé. Il a essayé de faire venir un ostéopathe. Moi, je lui ai proposé de venir gratuitement une fois par semaine. Ah oui. Ah oui. Les bébés. Il a parlé à quelqu'un qui lui a dit non, c'est trop dangereux. Et alors, il a fait venir un de mes amis ostéopathes qui est moins
qui était moins en vue que moi, si tu veux, il y avait moins de bruit que Janine Fontaine. Et un matin, il a vu tous ses ouailles dans son bureau, infirmière, assistant, etc. Et il a dit, mais est-ce que c'est mon anniversaire par hasard? Qu'est-ce qui se passe? Il a dit, on a répondu, monsieur, si vous faites encore une fois venir ce monsieur ostéopathe, nous démissionnons tous. Et il a essayé depuis, je pense que c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, de faire venir sa propre nièce, qui est maintenant ostéopathe, c'est-à-dire 20 ans après. Impossible. Donc la mentalité est restée. Enfin, c'est triste. C'est criminel. Oui, c'est criminel. Involontairement criminel. Oui, parce que quand on sait qu'il y a quand même Donc, d'autres possibilités trop larges. Donc on ne peut pas grand-chose pour les médecins, sauf ceux qui sont grâce éveillés après un traumatisme, après une épreuve qui les met en question. Sinon, mentalement, c'est figé. Alors ce qu'il faut, c'est qu'il y ait le plus de gens possible dans le monde paramédical, infirmiers, etc., pour les porter. Oui, parce qu'en fait, ce sont plutôt les infirmières Ce sont les infirmières qu'on va retrouver dans les stages, oui, qu'on va retrouver un peu partout, qui se remettent en question parce qu'elles sont près près de la vérité, Près près de des la vérité, malades, voilà. et moins dans la tête. C'est ça. C'est elles qui soignent, c'est elles qui donnent à manger, c'est elles à qui on confie ses émotions, c'est elles qui prennent la main. Elles ne sont pas là juste avec pouf, 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 pouf. Donc, j'ai compris que mes livres n'étaient pas faits pour les médecins. Enfin, ils étaient faits pour 1/10 au maximum des médecins, pour l'instant. Mais que le reste du corps médical serait porté par l'ensemble des gens qui évolueraient. Tous ceux qui aident il y a même des pharmaciens qui sont portés aussi, qui avancent. Oui, les pharmaciens, oui. Les pharmaciens, les infirmières, Quelques dentistes, les dentistes, oui. Les généralistes, certains généralistes perdus, mais la faculté, je dois dire que l'ancien président de l'ordre des médecins pour la France, qui m'avait connu puisque nous avions travaillé en France, il n'osait pas le dire à ce moment-là, mais maintenant, d'ailleurs, il est décédé, paix à son âme, mais il a eu le courage de m'inviter après qu'il ait dû, pour son âge, ne plus être président de l'ordre. Il m'a invité, il m'a dit, bien sûr, vous avez raison, mais aussi longtemps que j'étais président de l'ordre, j'étais contrainte de vous donner tort. C'est-à-dire qu'il y a des puissances qui sont là. Ah, donc il l'a reconnu. Il a reconnu. Oui, j'étais contrainte. J'étais contrainte. Il y a des forces qui sont là, probablement financières, je suppose. Ou alors il démissionnait. Oui, mais il démissionnait, ça. mais c'est pas évident non plus. Certains ont des charges. Ben oui, la famille, oui. La maison. famille, la maison, enfin, ils ont Un train de vie. train de vie qui fait que. Et puis il y a un âge aussi, à un moment où ils comprennent ça. Il a attendu la retraite. Quoi. Il a peut-être essayé de faire quelque chose dans son coin. Mais moi, j'ai été aussi appelée par l'ancien directeur de l'assistance publique, qui était un personnage éminent. L'ancien directeur de l'assistance publique, à la retraite, qui m'a demandé de venir soigner sa femme. C'était quelque chose de bénin, en fait, il voulait me rencontrer. Et cet homme
était un initié et son beau-père était Gustave Gelé, qui a écrit des livres sur les esprits, etc. Il faut lire Gustave Gelé, c'est remarquable. Gustave Gelé. Et donc, c'est spirit, hein. Alors, il assistait aux séances spirites par amour de sa belle, et il s'est toujours tu. Il est devenu donc chef de l'assistance publique. Oui, oui. Mais en faisant son petit travail comme il pouvait, c'est-à-dire qu'il a gardé une consultation d'acupuncture à l'Hôtel Dieu, il a fait faire de l'acupuncture je ne sais plus où, et il a fait faire de la sophrologie dans tous les hôpitaux pour l'accouchement. Ah, ça c'est bien. Et il m'expliquait qu'il s'est déplacé dans toutes les villes où on lui disait « Oh, il n'y a pas de salle, il n'y a pas de salle pour faire la préparation à l'accouchement. » Et il s'est déplacé dans toutes les villes, il a trouvé les salles. Et tout. Donc, quelque part, même si on a une façade, on peut faire quelque chose, et que je pense que le président de l'ordre a dû faire quelque chose aussi, à sa façon. Voilà, on ne sait pas tout, non, on ne sait pas tout. Mais merci beaucoup, Janine. C'est un prix, puis j'espère que beaucoup viendront à toi et à tes rendez-vous, et puis que les médecins évolueront. Parce que quand on entre dans le monde de l'énergie, on est fasciné. On est fasciné. On ne sait plus faire marche arrière. C'est impossible. Et puis surtout, on s'aperçoit que chaque mot est important, que chaque intention est importante. Espérons que nos vœux et nos intentions fonctionneront pour les semaines qui viennent. Oui. Voilà ma petite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Janine.